Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Gabon Première. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième sortie de la semaine. L'entre-deux pour ce mardi 20 février 2018 aura donc à son menu toutes les rubriques que vous connaissez. La cuisine, on aura une surprise que nous réserve aujourd'hui Léa Virginie. On parlera également avec Irène Dembe dans la rubrique Comme à l'école. Il s'agit aujourd'hui de l'acquisition du langage chez les enfants. Comment favoriser cela? On aura également le geste quotidien. Aujourd'hui, il nous parle de quelques éléments utiles que nous utilisons au quotidien, mais qui pourraient avoir une incidence négative sur notre santé. Il sera donc question de tout cela au cours de cette émission. C'est donc le mardi 20 février 2018 qui est la journée mondiale de la justice sociale. C'est une journée qui a donc été instaurée pour une meilleure inclusion sociale des mouvements des travailleurs. D'ailleurs, le thème cette année est donc l'occasion de jeter la lumière sur les difficultés entravant la levée totale des obstacles liés au sexe, à l'âge, à la race, à l'appartenance politique, à la religion, à la culture ou encore au handicap en vue d'un partage des richesses plus équitable de par le monde. Et donc le thème pour cette année, comme je le disais, mouvement des travailleurs en quête de la justice sociale. C'est le thème qui a été choisi cette année par l'ONU pour cette journée mondiale de la justice sociale. Mais le thème du débat aujourd'hui dans l'entre-deux est donc une question qu'on juge souvent taboue, mais nous avons choisi d'en parler aujourd'hui. On parle des violences conjugales, bien sûr, elles concernent les hommes et les femmes dans le couple. Et la question qui vous est posée aujourd'hui est celle de savoir comment réagiriez-vous si vous veniez à être violenté par votre conjoint ou votre conjointe. C'est donc la question du débat du jour. À vos claviers, vous pouvez réagir via la page Facebook ou encore le groupe WhatsApp ou encore nous envoyer des SMS au numéro qui s'affiche. On marque une légère transition et on retrouve notre invité. Bon, la dernière pêche, elle est où? Prends ça! Et vos bêtises que vous voulez faire là, moi je suis pas dedans. Ça c'est mon bar. Dans ce cas, levez-vous, allez voir ailleurs. Levez-vous, levez-vous. J'ai beaucoup parlé avec moi. Tu veux que je te tue? Regarde, Tu veux que je te tue? Tu blagues avec moi? Regarde, remets-moi mon argent, sinon ça va mal finir. Tu veux ton argent, Sinon Nathan? ça va mal finir. Remets-moi mon argent. Tu dois utiliser ton pouvoir pour régler ce problème. Je vous ordonne de le libérer dans les secondes qui suivent. C'est la prison pour tentative d'assassinat et consommation de stupéfiants. L'article 3 du règlement intérieur de notre établissement interdit formellement ce genre de comportement. Comment réagiriez-vous si vous veniez à être violenté par votre conjoint ou par votre conjointe? C'est la question qui vous est posée. Les réactions commencent à arriver. On les lira au fur et à mesure de l'émission. Juste le temps pour nous déjà d'accueillir l'invité, Dr Annette Prado. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Vous êtes neuropsychologue et clinicienne, peut-être spécifiée. On entend souvent parler de la psychologie. D'ailleurs, hier, on en a reçu un. C'est quoi la neuropsychologie? La neuropsychologie est la branche de la psychologie qui s'occupe des pathologies issues des lésions cérébrales ou neurologiques, post-AVC, post-traumatisme crânien, et etc. Alors votre présence sur ce plateau aujourd'hui, c'est pour parler de ces violences conjugales parce qu'effectivement, de façon physiologique mais également psychologique, elles ont des conséquences sur les victimes. On va parler donc des origines de ces violences-là, comment elles sont interprétées, les manifestations et peut-être trouver des solutions. La violence conjugale est donc cette violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein du couple, mais elle peut s'exprimer de diverses façons. Effectivement, il faut partir de sa définition. La violence conjugale, c'est la violence exercée par l'un des conjoints à l'intérieur du couple sur l'autre qui peut se manifester différemment, par des agressions physiques, psychologiques, morales, sexuelles, ou même par des manifestations de harcèlement. C'est assez insidieux et elle a beaucoup de conséquences qui n'apparaissent pas au premier abord, parce qu'on se contente souvent aux conséquences physiques, telles que les ecchymoses, les fractures, tout ce qui est du médico-physiologique. Mais nous avons un autre versant, plus subtil, ce sont les
des agressions, on va dire, psychologiques. cette Alors, violence. pour revenir à la violence physique, c'est vrai que quand on a publié ce thème-là sur la page Facebook de l'émission, tout le monde a pensé à ça justement, des violences, la plupart des réactions pensaient à la violence physique. Pourquoi c'est toujours... Parce que c'est la violence qui est la plus apparente. Il y a l'acte, il y a la séquelle ou les traumatismes visibles à l'œil nu et médicalement appréciables. Alors que la violence psychologique est plus subtile, plus pernicieuse. Elle peut se manifester sur le long terme comme sur le court terme. Et elle est moins décélable. Et même médicalement, c'est maintenant qu'on arrive à objectiver les conséquences de cette violence à travers les tests psychologiques. Vous avez parlé de harcèlement. Comment ça se passe dans un couple? On suppose que c'est un couple légalement marié, pour la plupart, même si c'est des concubins. Comment on peut vivre le harcèlement dans le couple? Le harcèlement dans le couple est une méthodologie, est une méthode, est une stratégie que le conjoint, on va dire harceleur, utilise pour minimiser l'autre conjoint à travers des actes répétitifs négatifs pour saper son moral ou l'estime que l'autre a d'elle-même. Voilà, donc on peut avoir... le harcèlement intervient quand il n'y a pas de participation ni d'échange. Donc il y a une imposition. On impose à l'autre un certain comportement, une certaine façon de faire, de façon vraiment vindicative et quotidienne. Donc l'autre n'a plus la liberté de dire non. À ce moment-là, on parle de harcèlement. Alors, vous pratiquez ce métier sur place et sur Gabon. Quelle est l'expérience que vous avez en matière de violence conjugale? L'expérience que j'ai en matière de violence conjugale va se limiter, j'ai envie de dire, aux violences psychologiques, aux conséquences des violences psychologiques, à travers des résultantes comme le stress, l'anxiété, la dépression, toutes les pathologies qui peuvent émaner de ces violences-là. Donc là, il faut une réelle prise en charge, et psychologique et parfois médicamenteuse quand on est déjà dans un contexte de dépression. Et vous avez plus tendance à recevoir des femmes ou bien des hommes? Est-ce que votre... Plus de femmes. Parfois, ça peut être l'homme qui amène la femme et à la fin de la consultation, on se rend compte que c'est plus lui la victime que la femme qui a du verbe et qui s'exprime et qui se fait passer pour elle la victime. Donc c'est pernicieux. Mais de façon générale, ce sont les femmes qui subissent le plus. Alors, on voudrait maintenant que vous nous parliez à fond de ces violences plus psychologiques, parce que les violences physiques, on sait comment elles se manifestent, c'est des bagarres, on n'a peut-être pas toutes les causes ou toutes les origines. Parlez-nous un peu des violences psychologiques, comment ça se passe? Les violences psychologiques, ce sont des violences issues d'un mauvais démarrage de la relation de couple, parce qu'elles se perçoivent. Dès le début, quand on est un peu futé, il y a des petits signes annonciateurs du comportement, je l'ai dit, hyper ou super machiste de l'homme ou de la femme vis-à-vis de l'autre conjoint. Ça peut se manifester par des refus de participer aux tâches familiales, des refus de sortie, des refus, toutes sortes de refus. Voilà. Donc on part dans une espèce de guerre insidieuse où l'autre devient victime et soumise au diktat de l'un. Donc c'est à ce moment-là qu'il peut avoir dans la tête des mécanismes qui se mettent en place. Là on est dans le côté cognitif, qui font en sorte que la personne se réfugie. Si elle ne peut pas exprimer sa douleur psychologique, elle se réfugie dans un mutisme et subit l'autre conjoint de façon draconienne. Et là, on rentre dans vraiment un cycle de violence avec harcèlement, avec non-dit, avec tout ce qu'il y a de pernicieux et de vicieux, et le dialogue n'est plus le... Mais c'est pas pour dire qu'à chaque fois qu'il y a une dispute dans un couple, par exemple, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a violence à ce moment-là. Non, la violence s'installe. Voilà, elle est progressive jusqu'à la cerise sur le gâteau qui peut être la violence physique. Mais avant toute violence physique, il y a d'abord une violence psychologique, sauf si l'un des conjoints est impulsif. Voilà, mais l'impulsivité a ses sources aussi familiales. Il faut rentrer dans la vie et dans l'enfance des gens pour comprendre quels sont les mécanismes ou les problèmes qui les ont amenés à développer ce type de personnalité agressive. D'accord, on a quelques réactions, on va les lire au fur et à mesure, vous pourrez commenter dessus. On a Uriel qui dit, bien sûr en parlant de violence physique beaucoup plus, tu me tapes, je te rends, même si tu es une femme, je dois la dissuader de recommencer. Est-ce que c'est une attitude, là c'est un homme
l'homme qui se met dans la peau d'une personne violentée par sa femme, et donc forcément la réponse c'est la violence également. Non, on ne répond pas à la violence par la violence parce qu'on rentre dans un cercle vicieux de non-communication. Parce que l'auteur de la violence peut être victime aussi de son passé, de son histoire personnelle. Elle a peut-être besoin d'une aide. C'est peut-être un dépressif qui s'ignore ou un alcoolique ou j'en passe. Donc on ne peut pas répondre par la violence, il faut instaurer le dialogue ou faire intervenir un intermédiaire, un médiateur pour assainir la situation, la crise de Et vous avez couple. dit tout à l'heure que la violence s'installe. Est-ce qu'on peut arriver à un degré de violence psychologique qui provoque chez l'autre une réaction violente mais physique cette fois? Mais bien sûr, c'est action-réaction à un moment. Hein. Il y a des personnes qui vont subir la violence de l'autre et prendre sur elle avec tous les tracas psychologiques que ça entraîne. Mais il y a d'autres personnes, en fonction du tempérament de qui on a en face, qui vont réagir du coup au coup. On a Benson Blessing depuis Accra au Ghana qui nous dit, en tout cas en tant qu'homme dans le couple et homme de la maison, ma conjointe me doit respect et obéissance. Donc maintenant, si elle ose me violenter ou me manquer de respect, je la bastonne simplement. Après tout, nous sommes africains et la chicotte reste notre meilleur dresseur. Oui, dans une relation de couple, déjà, s'il y a une relation de supériorité qui s'installe sans respect, les données sont biaisées dès le départ. Donc, autant la femme doit respecter l'homme, partout, autant l'homme doit refaire. Le respect doit être mutuel. Alors, on a également les notions de soumission, de respect qui reviennent dans le couple. Comment dissocier ces notions-là d'un cheminement peut-être lent mais irréversible vers une violence? Mais écoutez, ce monsieur qui dit que si la femme ne lui obéit pas, il la tape, est déjà dans le début du cycle de violence. Donc si cette dernière ne réagit pas, je ne sais pas comment elle réagit, la pauvre, elle va se retrouver un jour plâtrée et même morte, hein, parce que la violence peut mener l'autre au décès. Donc ce type de violence est à prohiber dans les couples. Un couple, c'est fait pour s'aimer, c'est fait pour être en harmonie, pas pour se violenter. Mais si on parle justement, comme je le disais, de ces peut-être traditions, alors de ces conseils, il faut être soumise dans le couple, est-ce que quelque part on ne se fait pas violence à soi-même du fait d'accepter tout ce que l'autre dit parce que c'est le principe même du couple? Le terme soumission, à mon humble avis, sans être sexiste ou féministe, est un peu abusé. Parce que quand on parle de soumission, on parle directement de perte de l'auto-affirmation. Donc une femme peut s'affirmer dans son couple en étant respectueuse, mais pas forcément soumise. La soumission, on a carrément un abattage de son libre arbitre. Et ce n'est pas la base d'un couple. On a également Stéphane Den Mombo Ekore qui nous dit bonsoir en bon bantou, je suis Nzébifan, le linge sale se lave en famille, que vous le vouliez et sachez ou pas, vous êtes peut-être des Peul Haoussa, Touareg, j'en passe, battre sa femme est culturellement acceptable chez nous, au même titre que la polygamie. Vous avez souvent des personnes qui vous disent ça, que j'ai le droit de battre ma femme, oui, quand ou mon mari, ça dépend. Oui, quand ces personnes ne sont pas informées sur les droits de l'autre aussi. Voilà, la femme n'est pas un objet qu'on peut déposer, reposer, battre ou ne pas battre. Hein. Même son chien, on le respecte, a fortiori sa femme. Donc je pense que ce sont des personnes qui ont des idées bien arrêtées et un peu tordues de la vie de couple et du respect de l'autre. Alors, c'est vrai que là, on parle toujours de l'homme qui violente la femme, mais il y a également des cas de femmes qui violentent, même physiquement, leurs hommes. Est-ce que les conséquences ou alors les manifestations sont pareilles dans les deux cas? Les manifestations sont pareilles, avec ceci de différent, que l'homme, voulant préserver, on va dire, son machisme, son autorité traditionnelle, culturelle, va plus voiler ça, mais ça ne veut pas dire qu'il en souffre moins. Hein, les conséquences sur le comportement, les conséquences psychologiques vont être les mêmes avec ceci, avec ce déni-là qu'il aura, qui peut accentuer sa dépression. Et peut-être conduire à la rupture du couple. Et conduire à la rupture du couple s'il en a la force. D'accord, parce qu'en plus, il peut arriver que l'opprimé, entre guillemets, n'arrive pas à se libérer. Non, on n'arrive pas à se libérer parce qu'elle est dans un système, un nouveau système de fonctionnement mental qui fait en sorte qu'elle se sous-estime même. Elle finit par accorder à son bourreau, hein, femme ou homme, accorder à son bourreau la légitimité de ses maltraitances. Donc, du coup, il me bat, c'est qu'il a raison, je dois être vraiment
pas à la hauteur. Et si je le quitte, personne ne pourra me supporter comme lui. Donc on est un peu dans un versant pervers. Voilà, Est-ce que de la c'est ce qui relation. explique que des personnes violentées, hommes ou femmes, n'arrivent pas à sortir ou à dire déjà ce qu'elles vivent? Est-ce que c'est ce qui explique cela? Si elles ne le disent pas, c'est parce qu'il y a la pudeur. Il y a la pudeur et il y a le candidaton social. Donc personne ne veut paraître pour une victime dans le couple. Donc on tait et on cache. Le linge sale se lave en famille, c'est vrai, mais qui a-t-on comme membre de la famille pour écouter, pour comprendre, pour accompagner? Donc c'est un peu dans ces cas-là que les personnes prennent sur elles et à force de prendre, elles développent des maladies psychosomatiques. Alors, depuis Akanda nous dit, pour être plus sérieux, je pense que la violence n'engendre que la violence. Le premier à porter main devrait plutôt faire prévaloir le dialogue ou le silence pour gérer le conflit. On dit chez nous la vertu des hommes forts, c'est le silence. Donc, disputes et autres, on laisse ça aux femmes. Est-ce que ce serait peut-être une solution de ne pas réagir? Le silence aussi, c'est un peu une fuite en avant. Je pense qu'il faut dire les choses, il faut en parler pour dédramatiser et apporter des solutions. Et si au niveau du couple, ça n'arrive pas à s'arranger, on fait intervenir une tierce personne. Nous sommes quand même dans un contexte africain où nos traditions permettent qu'un tiers dans la famille, les oncles, les tantes, les garants, on va dire de la cohésion socio-familiale, s'occupent des problèmes de couple aussi. Donc il faut faire intervenir ces médiateurs familiaux-là pour déjà désamorcer l'agressivité qui va courir dans ce couple. Noëlla Derecourt dit, admettons que ce soit la première fois, je passe l'éponge et attire l'attention sur le fait que plus jamais il ne le refasse. On suppose qu'elle parle de violence physique. Si une seconde fois cela se reproduit, soit mes grands frères lui infligent une correction, soit qu'il soit le papa de mes enfants ou non, je l'envoie au NIOF, donc en prison. Elle est bien agressive aussi dans ses réactions. Voilà. Non, ce n'est pas la solution de rebeloter. Mais il faut quand même que dès la première fois, ça s'arrête. Voilà, il faut trouver tous les mécanismes. Ce sont des couples qui se connaissent, ils savent comment ils fonctionnent. Donc il faut trouver des mécanismes pour amener l'agresseur à ne plus répéter son geste. Mais vous avez Parce qu'une fois, deux fois, et puis on continue. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut arrêter dès la première fois. Mais comment on sait, en tant que violenté, qu'on est en train de subir une violence? Parce qu'au départ, on peut se dire c'est juste une dispute, ça peut arriver dans tous les couples. Comment on sait que c'est une violence conjugale? Parce que la violence, elle est ferme. Il ne sourit pas. Quand l'agresseur te gifle, mais vraiment du dos de la main, avec surprise, là on sent qu'on n'est pas dans le petit jeu amoureux, on est déjà dans un acte d'agression. Mais une violence psychologique, là vous parlez d'une violence physique, mais une violence psychologique, comment on la sent? La violence psychologique, c'est prends-moi ceci, femme. Fais-moi cela, femme, sans merci, sans retour, sans tendresse, sans code communicationnel d'apaisement. Là, on sent que celui-là, ça commence à bien faire. Et au moment où vous voulez régimber un peu, si je peux dire, il vous arrête net. Là, vous sentez que vous partez dans un cycle de domination. C'est quand il y a domination sans rétroaction qu'on rentre dans la soumission et la violence. Et pour celles ou ceux, parce que ça peut aussi être dans le sens inverse, qui se disent que c'est le caractère de l'autre, et puis on fait avec, comment on... Mais faire avec, c'est souffrir. C'est un déni parce qu'on fait avec, c'est comme on dit vulgairement, je vais encore faire comment? Non, on est déjà dans une démission de sa propre personnalité. Et le danger est là. On a également un téléspectateur qui réagit. Bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver, merci. Les violences conjugales sont physiques, morales, verbales et psychologiques. C'est dommage que dans notre pays, nous n'ayons pas trop la culture de consulter les psychologues face à ces violences. Mais beaucoup de foyers ont besoin de ces traitements. Madame Erika, ça revient quand même à cette question. Est-ce que vous êtes régulièrement consultée pour des violences conjugales qui ne sont peut-être pas au départ physiques? Consultation d'emblée pour la violence conjugale, non. J'ai souvenir de la Direction générale de la famille qui m'envoyait des patients, ce genre de patients, violentés physiquement. Mais ce n'est pas systématique. On va d'abord à l'hôpital, on va faire le certificat médical, on règle ça en famille ou on subit. Mais quand on subit aussi les conséquences. Et il y a des conséquences qui ne sont pas remontables.
Donc les consultations d'emblée pour les violences, non, on n'a pas la culture. Même la consultation du psychologue, simplement, nous n'avons pas encore la culture. Voilà. Et donc on considère plus violence ici en Afrique culturellement que lorsqu'elle est physique. Voilà, lorsqu'elle est physique, voilà. On ne sait pas qu'il y a un traumatisme derrière la violence verbale, voilà. Se faire insulter, se faire jeter devant les enfants, hein, parce que l'homme violent, insidieux, ne choisit pas les moments où l'environnement. Voilà, ça peut être à tout moment devant les enfants, devant les invités. Donc vous êtes toujours abroué, vous êtes minimisé, vous perdez finalement cette petite dignité que vous avez. Voilà. Alors, c'est peut-être inconscient, mais on remarque que lorsqu'on parle de violence conjugale, c'est toujours l'homme qui est le bourreau. Pourquoi? De façon générale, c'est l'homme qui est le bourreau. Voilà. La femme, on va dire, peut-être à tort, est appelée le sexe faible, sans être féministe non plus, mais c'est souvent l'homme. Hein, qui objective plus sa plainte. Mais vous avez eu des cas de femmes qui violentent... On a eu des cas de femmes qui violentent, mais l'homme n'est pas venu en consultation en première intention pour la violence qui lui est faite par sa femme. On vient dans une consultation de routine et on découvre au fil de la consultation que le pauvre monsieur qui est assis à côté subit. D'accord. Voilà. Et là, la femme, je vous assure, elle ne veut pas sortir. Quand on le reconvoque en consultation tout seul, elle s'arrange à être là. Parce qu'elle veut gérer la situation, elle veut voir jusqu'où ça va. Et dans ce cas-là, comment ça se passait? Est-ce que c'était des violences physiques ou alors... Non, ce sont des violences psychologiques, du harcèlement, de la présence permanente. Vraiment, l'homme ne peut pas... excusez-moi, il ne peut même pas se lever pour aller faire ses mictions. Il faut qu'elle soit derrière, c'est viens, c'est pars, c'est... vraiment, quand l'homme devient le petit toutou, il y a un problème, c'est une grosse violence. Et ça n'a pas à voir avec de l'amour, peut-être c'est de la possessivité amoureuse. Ça n'a rien à voir, amoureuse, justement, l'extrême possessivité amoureuse est une forme de violence. D'accord. Dans un couple, on doit avoir sa petite distance, chacun peut toujours avoir sa vie privée. On n'est pas en fusion. Alors, on a Edouard Bekung qui nous dit « S'il m'arrive d'être violenté physiquement par ma conjointe, je ne pourrai pas réagir. Mais par contre, je pourrais tout simplement demander le divorce, car vaut mieux être célibataire plutôt que d'avoir une femme qui pourrait m'agresser à chaque moment. » Est-ce que ce serait... Bon, c'est quand même extrême comme réaction. Hein. S'il est aussi compréhensif pour fuir... l'agression, lui aussi, il peut négocier avec sa femme. Voilà. Ils peuvent discuter. Voilà. Et donc, justement, parlant de conseils, qu'est-ce que vous dites souvent aux personnes qui viennent? Et peut-être ça dépend des origines Ça dépend des origines et on rentre en plein dans la vie privée des gens. Et souvent les gens sont réfractaires à ça, ils se barrent. Il y a des épisodes qu'ils ne vont pas vous relater pour ne pas trop se dévoiler. Parce que comme je disais, on n'est pas encore habitué à la culture du psychologue où vraiment on se déballe au plus profond de soi depuis son enfance. Donc ça, ce sont des barrières un peu, ce sont des biais à nos consultations pour ces personnes. Elles vont vous dire les choses à moitié. C'est à vous, avec certains outils, de comprendre. Donnez-nous un peu les cas de figure. Les cas de figure, vous allez voir des hommes qui vont vous dire je subis, je souffre. D'abord, il va vous dire ah, ma soeur, je souffre. Ça paraît anodin. Et quand un homme dit déjà qu'il souffre, c'est qu'il souffre vraiment. C'est que sa souffrance est devenue inacceptable. Et là, c'est un appel au secours. Voilà, c'est un appel au secours. Donc, vous avez ce. Et on banalise c'est moi l'homme, je dois supporter. Voilà. Et c'est même lui qui fera passer sa femme pour. La victime, voilà, hein, l'homme maltraité. Il a tendance à faire ce qu'on appelle un déni, voilà, et un déni projectif, voilà. Donc lui, il abandonne la situation et il dit c'est l'autre, voilà. Donc c'est très délicat, hein, vraiment c'est très délicat, mais il n'empêche que les conséquences restent les mêmes. Voilà. Un autre cas de figure, par exemple, c'est la femme qui a vu son papa aussi, ou alors sa maman faire comme cela avec son papa et qui... Non, ça c'est dans l'histoire personnelle qu'on remonte, parce que l'agressivité ne naît pas ex nihilo. Il y a un parcours, il y a un processus psychologique depuis l'enfance, il y a l'identification à des parents. Hein. Un enfant de violent reste généralement violent parce que les comportements qu'il a calqués dans sa vie, ce sont ces comportements-là.
Hein. Donc, il va tenter de reproduire ça. Et si la société, et s'il n'est pas accompagné comme il faut, il va reproduire ça. Et puis, nous avons un facteur aggravant à tout ça, c'est l'absorption des substances psychoactives, hein, entre l'alcool, les drogues, certains médicaments. Donc, on a des réactions agressives qui naissent de la consommation de ces stupéfiants-là. Et Dieu seul sait comment on en consomme ici. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une patiente ou un patient qui vous dit, je ne sais pas si on met ça dans le cadre du déni, qui vous dit, moi j'aime quand mon mari me frappe, ou j'aime bien quand il me domine, ça prouve qu'il m'aime et tout ça. Est-ce que c'est vraiment du déni ou alors est-ce que dans la tête de la personne... Ça peut être du déni, comme ça peut être le petit fantasme pervers de chacun. Voilà, donc chacun sait comment il gère ses fantasmes. C'est peut-être une femme qui se sent heureuse que lorsqu'elle a été bastonnée, ça donne du piment, voilà. Et il y a d'autres que non, c'est du déni pur et simple. Mais est-ce que c'est vrai, ça donne vraiment de... À son entendement à elle, parce que c'est elle qui vit ça, comme ça. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai qu'une femme accepte certaines violences pour s'approprier l'attention de son homme après. Voilà. Après cette dispute, il y aura un moment de tendresse. Et c'est peut-être cette tendresse qui est recherchée parce que le mari n'arrive pas à la lui donner de façon naturelle au quotidien. Voilà. Est-ce que les différentes sortes de violences ont les mêmes conséquences? C'est-à-dire, bon, la violence physique et sexuelle, on suppose que les conséquences sont physiques, mais est-ce que les conséquences verbales, les agressions autant pour moi verbales, ont les mêmes conséquences que des agressions psychologiques? Les mêmes conséquences parce que la personne subit. Et quand elle subit, elle intériorise. Et quand elle intériorise, elle développe des pathologies. Hein. Donc les conséquences peuvent être de l'agressivité verbale et psychologique, peuvent être les troubles émotionnels. La personne va être fragilisée, voilà, pleurer, être anxieuse. Des troubles digestifs ou alimentaires. On peut partir pour compenser le manque et se cacher, on va partir dans une boulimie ou dans une anorexie. Donc arrêter de manger ou trop manger. Voilà. On peut avoir des maladies psychosomatiques comme le stress spasmophilique. Voilà, c'est-à-dire que vous avez mal au ventre, vous ne comprenez pas. Vous allez penser à une mauvaise digestion, mais vous êtes dans une douleur. Et la maladie des femmes qu'on reçoit beaucoup en consultation ici, c'est j'ai l'estomac. Mais non, l'estomac, c'est la congestion thoracique induite par l'anxiété. Donc on est dans un versant psychologique. Là, on sait qu'il y a une souffrance psychologique quelque part parce qu'elle est manifestée par tous ces mots-là. On peut avoir des conséquences aussi cognitives, hein, des troubles de mémoire, du manque de concentration, les troubles du sommeil, voilà. On dort mal, difficulté d'endormissement, ou on a des terreurs nocturnes, on peut se réveiller. Tout ça, ce sont des traumatismes induits par des insidieuses violences psychologiques. Et donc le seul traitement, c'est d'en parler, de dialoguer, de communiquer? Non, le seul traitement, non. C'est une prise en charge, c'est un parcours de prise en charge pluridisciplinaire qui commence par la police, le médecin, le psychologue, même les affaires sociales pour l'accompagnement, le recasement. Parce que, figurez-vous, les femmes s'enferment souvent dans ce genre de violence parce que je vais encore aller où? Il n'y a pas un accompagnement derrière. Elle sort d'une famille démunie ou peu importe, mais quitter son foyer pour se retrouver, revivre chez les parents, peut-être dans une misère. Donc cette peur du lendemain les oblige à rester là malgré tout, mais dans une situation de stress, d'anxiété, de malheur. Voilà. Et on peut arriver jusqu'à des dépressions. Et des dépressions, on peut arriver jusqu'au syndrome de déréalisation. C'est-à-dire que la personne confond la réalité. On est dans un délire. Voilà, elle n'est plus dans la réalité quotidienne parce qu'elle a des traumatismes. Son cerveau fonctionne maintenant autrement. Son volet émotionnel a été trop bousculé. Donc l'information qu'elle reçoit de son cerveau ne travaille plus comme il faut. Donc on est dans un versant déjà psychiatrique là. Là, il faut des traitements. Un internement peut-être aussi? Ça dépend. Si on devient un danger pour soi et pour les autres, avec une grosse agitation, là, l'internement peut se justifier. Alors, on va marquer une légère pause, docteur. On reviendra donc pour parler des dégâts collatéraux, si on peut appeler ainsi, les enfants, la famille, le travail et tout le reste pour la personne violentée. Et pour le violent, est-ce qu'il y a une guérison? Est-ce qu'il y a moyen de changer? Quelles sont les différentes solutions? Je rappelle, avant de passer à la pause, que le thème est donc comment réagiriez-vous
si vous veniez à être violenté par votre conjoint ou votre conjointe, vous avez le numéro, vous pouvez envoyer des messages SMS ou WhatsApp, encore le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, mais également la page Facebook pour réagir. On va donc passer par la cuisine, retrouver la surprise que nous réserve, autant pour moi, Léa Virginie. Bonjour Léa, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bonjour Blanche, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque après-midi dans votre rubrique Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Léina Meillet. Bonjour Léina. Bonjour Léa. Alors, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, tu vas confectionner un autre dessert. Oui, aujourd'hui, on va faire un ananas flambé aux épices. Alors c'est un dessert assez simple à réaliser ou Oui, assez simple à réaliser, c'est à la portée de tout le monde et l'ananas, c'est un fruit de saison, on en trouve partout. D'accord, il nous faut combien de minutes pour réaliser ce dessert? Il nous faut une quinzaine de minutes. D'accord, alors si tu nous présentais les aliments qu'il nous faut, sinon les ingrédients pour réaliser ce dessert? Oui, bien sûr, alors il nous faut un ananas, bien mûr, quelques épices, donc de la vanille, de la badiane, de la cannelle et du clou de girofle, du sucre, du rhum brun et de l'eau. D'accord. Alors moi je te laisse manipuler tes ingrédients. Je te souhaite un bon courage, bonne chance. Merci. Et je reviens pour la dégustation. À tout à l'heure. À tout de suite Blanche Pitka. On va commencer par éplucher notre ananas. Nous allons maintenant procéder à l'illumination des yeux. Pour ça, on va faire des incisions en biais sur les côtés. Alors, on va faire ça tout autour de l'ananas, bien retirer tous les yeux. Et ensuite, au niveau de la présentation, ça va nous donner un bel aspect. Notre ananas est prêt. Alors, pour la suite de notre préparation, on va découper l'ananas en deux. Ensuite, on le redécoupe en trois. On va commencer à fabriquer le caramel pour notre ananas. Verse environ 100 g de sucre et à peu près 40 centilitres d'eau. Dedans, on rajoute nos épices, cannelle, badiane, clou de girofle et gousse de vanille. On va laisser le sirop se former. Et ensuite, on va pouvoir ajouter l'ananas et laisser caraméliser avant de flamber. Alors, on a notre sirop qui s'épaissit avec toutes les odeurs, parfums des épices. Au cas où vous n'aurez pas toutes les épices que j'ai utilisées aujourd'hui, vous pouvez en utiliser d'autres. Vous pouvez par exemple utiliser de la citronnelle,
quelques feuilles de citronnelle pour parfumer le caramel. Si vous n'avez pas de vanille, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser des écorces de citron. Alors, là, on va pouvoir rajouter notre ananas. Alors, on va se retrouver avec des ananas parfaitement caramélisés, extrêmement savoureux, sucrés. Ensuite, passer au flambage de notre ananas. Alors, on verse à peu près 20 centilitres de rhum brun. Le flambage va permettre à l'alcool de s'évaporer. Ça va donner un goût particulier aussi à l'ananas. On va pouvoir conserver que les saveurs du rhum sans l'alcool, pour ceux qui ont peur qu'ils ne prennent pas d'alcool. Une fois que le feu s'est arrêté, c'est qu'on n'a plus d'alcool du tout. On garde l'odeur, le goût du rhum. Notre dessert est prêt. Et on va pouvoir passer au dressage. On rajoute le sirop. En déco, rajouter quelques feuilles d'ananas. Waouh, Leïna, c'est prêt? C'est prêt. Alors, c'est l'ananas flambé aux épices. C'est ça. Alors, ça donne vraiment de l'eau à la bouche. On peut faire de très belles choses, de très belles réalisations avec l'ananas du Gabon. Tout simple. Voilà. Alors, si vous avez envie de réaliser la recette à la maison, vous avez toujours le numéro de téléphone de Leïna Meillé qui s'affiche au bas de votre écran. Blanche Pitika, chers téléspectateurs, je sais que je vais faire des envieux. Satisfaite? Oui, ça me va. D'accord, alors on va passer à la dégustation On y va. pour avoir une idée de cet ananas. On se dit à très bientôt pour d'autres astuces et d'autres recettes. À très bientôt Léa, je vois que vous avez opté pour une dégustation en catimini. C'est pas grave, nous essaierons de vous rejoindre. Merci encore de nous avoir fait découvrir ce talent culinaire gabonais. On est toujours avec notre docteur Annette Prado. On parle donc de ces violences conjugales et la question à vous poser, c'est comment réagiriez-vous si vous veniez à être violenté par votre conjoint ou votre conjointe? Magus depuis Akanda nous dit s'il m'arrive d'être confronté à pareille situation, je lui demanderai des explications précises. Le cas échéant, j'agirai par divers moyens, privation de rapports intimes, séparation de corps et autres. Dans tous les cas, nous arrangerons cela en couple. Maintenant, si cela persiste, alors je briserai le tabou. C'est une réaction, privation Non, la privation n'a jamais porté le bon fruit. Voilà. Ça peut peut-être aggraver. Ça peut aggraver parce que ça crée une frustration de l'autre côté. D'accord. On a des SMS qui nous parviennent. Bonjour, je suis votre émission et suis très intéressée. Pourrais-je avoir le contact de l'invité ou la rencontrer? Merci, bonne continuation. Je pense que son contact s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Bonjour mesdames, c'est monsieur Franck Nyongui. L'émission me plaît sur votre chaîne Gabon Première. Je voudrais savoir si cette émission est en direct. Oui, bien sûr, elle est en direct parce que je
je ne suis pas devant mon écran. Merci, elle est bien en direct. Vous pourrez la resuivre tout à l'heure à minuit 30, toujours sur les antennes de Gabon Première. Si vous loupez cette rediffusion, vous avez le replay sur la chaîne YouTube de l'émission. Bonjour, c'est Rose, j'ai besoin du numéro. Ok, vous aurez le numéro. Moi, j'ai connu une femme avant les rapports. Il faut que je la gifle. Est-ce une violence? Je pense que... Non, c'est un fantasme. C'est un peu comme vous disiez tout à l'heure. Bonjour, le silence, ok, mais à un moment, il va falloir réagir car certaines personnes prennent le silence pour une faiblesse. Or, ce n'est pas cela. Quand on a la possibilité de réagir, on le fait, mais bien, le dialogue est là pour ça, par amour, depuis Akanda. Oui, c'est le dialogue. Voilà. Ma femme doit à son mari, une femme doit à son mari obéissance, soumission et fidélité. C'est Monsieur Moïse Carter. C'est pour dire qu'elle doit tout accepter, peut-être, Voilà. non? Oui, c'est ça. Il est ferme. On est déjà dans le versant agressif. D'accord. Malgré la force que la femme a, elle n'a pas le droit de réagir. Seulement la compréhension qui fait gagner au couple. Personne n'est fait pour être l'esclave de l'autre. Merci à vous. C'est David depuis Ocala. Toujours, c'est Maspero qui nous dit « Je ne pense pas réagir contre ma femme si elle me violente, à moins que ce ne soit avec une arme blanche. » Bon, c'est son avis, on prend ça tel quel. Est-ce que quand une femme en demande toujours en matière d'argent, est-ce une sorte de violence qu'elle fait subir à l'homme? Ça peut être du harcèlement s'il n'est pas dans la possibilité de lui procurer de l'argent. Ah, voilà. Et c'est la manière aussi, il y a la manière. D'accord. Voilà. Même si c'est son droit, si c'est par exemple l'argent de la popote ou alors... Et après, il y a la manière. L'argent de la popote, on ne demande pas tous les jours. C'est une programmation qui se fait pour le mois, en principe. Mais maintenant, si c'est pour les petits besoins divers, s'il faut toujours demander, elle est déjà dans une addiction. Donc, on est dans un type de harcèlement. Et c'est violent. D'accord. Bonjour, comment faire quand on a affaire à une femme qui n'écoute pas? Ma femme me bastonne souvent. Que faire? Oh, j'ai envie de rire, mon pauvre monsieur. Je pense qu'il faudrait peut-être... il faut envoyer votre femme en consultation, elle a peut-être des problèmes de comportement. Voilà, on va essayer d'afficher le contact tout à l'heure pour ceux qui veulent vous contacter, pourquoi pas. Bonjour, je suis Amélène. Vous avez un homme qui ne s'est jamais excusé, jamais des mots. En fait, avec lui, tu te sens pas estimé. Pour lui, qu'il ait tort ou pas, il a raison. Que faire? Voilà, que faire? Il faut explorer la personnalité de son conjoint, mieux le connaître pour voir s'il n'y a pas un versant pathologique à son comportement. S'il est tout à fait normal, c'est ça. Voilà. Voilà, donc il y a toujours une origine. Il y a toujours une origine. Je suis Joss Ulbrich. La meilleure solution de nos jours n'est pas de battre sa femme, mais plutôt de s'asseoir, puis parler à tête posée, surtout si vous avez plusieurs années de couple, enfin de trouver une solution. Je hais la violence. Voilà, je pense que c'est de cela qu'il est question. Bonjour, je suis aussi Zébifan et je dis que c'est faux. Celui qui dit que c'est une coutume, c'est parce que cette personne aime la violence. Bon, c'est fonder son couple en Christ et quand la violence arrive, rechercher le côté positif de l'autre et parler au calme. C'est bienvenu. Qui réagit depuis Plain-Ciel à Libreville? On a également d'autres réactions. Ça dépend d'abord de la gravité du problème. Si en tant que moi, son mari, j'arrive à tromper ma femme et qu'elle me menace de mort, je n'aurai qu'à assumer puisque cette dernière a le même cœur que moi. C'est Eric depuis Bitam. Il parle peut-être d'une conséquence d'infidélité, voilà. Donc ce serait une réaction en fait. Est-ce que l'infidélité est une violence infligée à l'autre? C'est une violence infligée à l'autre. Parce que la sincérité est la base d'un couple solide. Donc déjà. Le mensonge en fait est une violence également. Est une violence. Le mensonge répété est une violence. C'est une violence psychologique, mais grave, parce qu'il y a une crise de confiance qui s'installe dans le couple avec, comme effet pervers, la déprime de l'autre, le manque d'estime de soi. On part dans un engrenage de beaucoup de petites pathologies induites par simplement un petit mensonge. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. La thématique du jour est pertinente. Avant de porter un jugement, il serait utile de vérifier l'état psychologique du ou de la conjointe et de l'environnement dans lequel l'un ou l'autre a grandi et dans quelles conditions, car la violence conjugale est tributaire de plusieurs sources. C'est Saturnin et Bibier. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ça va nous amener à parler donc de ces conséquences-là, par exemple les dégâts collatéraux, les enfants. Juste le temps de lire cette intervention. Bonjour. Déjà, ma femme et moi n'arrivons jamais aux agressions physiques. C'est plus
psychologique et quand je vois ça venir, je m'arrange à adopter un comportement contraire à celui qu'elle adopte. C'est peut-être... Aussi, mais donc c'est lui qui est dans une posture de soumission. D'accord. Voilà. Donc il se fait violenter en fait. Il se fait violenter et c'est une victime innocente. Et Voilà. peut-être inconsciente aussi. Innocente et inconsciente, donc il sait pas qu'il est victime. D'accord. Voilà. Il a l'impression que c'est pour ramener, le calme, non, parce qu'elle va continuer, si c'est perpétuel, il finira par nous développer quelque chose s'il ne le fait pas déjà. Et donc là, la solution, ce serait quoi? D'affronter, d'aller... Non, la solution, ce serait de discuter, d'amener à l'apaisement. Et s'il est incapable d'amener sa femme à l'apaisement, il fait intervenir un tiers. Mais toujours en se vidant. En fait, en se vidant, il faut parler, il faut dédramatiser, il faut extirper, il faut que ça sorte. Voilà. Alors, on parlait donc de ces dégâts collatéraux. Les enfants sont, au-delà de la personne qui est victime, qui est violentée, les enfants sont d'autres victimes très importantes des violences conjugales. Ce sont les premières victimes et les premiers spectateurs. Et ce n'est pas des spectateurs passifs. Les enfants grandissent et évoluent par mimétisme, c'est-à-dire ils copient les comportements. Donc non seulement ça leur fait mal de voir le père ou la mère violentés, mais aussi ils vont intégrer ces comportements dans leur corpus comportementaux du quotidien et du développement. Donc ça veut dire qu'on va engendrer non seulement des enfants frustrés, avec des développements de certaines maladies psychosomatiques comme l'asthme réactif, on a des asthmes émotionnels. L'enfant devient asthmatique tout d'un coup. On ne sait pas que c'est parce qu'il subit, au même titre que l'un de ses parents, la violence ou l'agression, la maltraitance dans la famille. Donc cet enfant somatise. Donc l'asthme, dès qu'il y a une crise émotionnelle dans la famille, il développe sa crise d'asthme. Il faut pouvoir le faire le lien. Pour le faire le lien, il faut consulter. D'accord. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, l'intervention du psy s'étendra aux enfants. À une psychothérapie familiale. D'accord. À une psychothérapie familiale obligatoirement. Il y a aussi des réactions peut-être d'enfants qui arrivent à l'âge mature et qui se vengent peut-être sur le papa ou sur la maman. Oui, mais justement, il y a un parcours de vie. Voilà. Et quand on arrive à l'adolescence, où l'enfant est souvent le plus puissant, enfin se croit plus puissant, plus héroïque que tout le monde, on peut avoir un effet de délinquance ou un effet de violence effective vis-à-vis des autres. Voilà. Et parlons maintenant du violent, c'est-à-dire ou l'homme ou la femme, la personne. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est une situation qui peut être changée ou alors il n'y a pas de solution? Il n'y a pas de violence génétique. Il n'y a pas de gène identifié pour la violence. La violence est un comportement acquis et progressif. Donc si on est dans une prise en charge globale, avec une bonne psychothérapie, on peut avoir des résultats. Mais il faut que le patient soit entier dans ses déclarations pour qu'on aille fouiller au plus profond de sa vie personnelle pour voir d'où vient cette agressivité qu'il a acquis en cours de route. Ça peut être un enfant spectateur actif, comme ça peut être un enfant d'alcoolique. Voilà, donc ou un enfant maltraité lui-même. Donc on a cette violence, il y a toujours la violence quelque part, mais elle ne naît pas ex nihilo, elle a des origines dans les conflits personnels et familiaux. Depuis même le sein de sa mère, on a ce qu'on appelle l'angoisse du 8e mois. Un enfant qui est séparé, déchiré par sa mère, cet enfant, s'il n'est pas pris en charge, va nous développer des troubles comportementaux au fil du temps. Et donc, est-ce qu'il y a moyen que le violent lui-même prenne conscience de son état ou alors c'est toujours une tierce personne qui... S'il prend conscience, c'est tant mieux, c'est qu'on est encore dans simplement un cadre névrotique ou d'impulsion simple. Mais s'il ne prend pas conscience, c'est qu'on est déjà dans un cadre psychopathologique. Donc, il faut l'emmener consulter. Et en général, il va refuser. Et voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. Comment faire voilà. pour... Il faut négocier fort. Il faut vraiment connaître la personne pour l'amener à la consultation par le biais d'un intermédiaire. On vient consulter la femme et puis il est présent. Il faut qu'il soit convaincu de bien fondé de ce que vous voulez lui faire. Mais en général, il y a un déni, un refus, il y a un déni. Est-ce que forcément la volonté de changer y est toujours? Parfois, elle n'est pas au rendez-vous. Parfois, elle n'est pas au rendez-vous parce qu'on n'en a pas conscience. On n'est pas conscient qu'il est potentiellement dangereux et dangereux même. Même pas il est effectivement dangereux. Si on a des comportements agressifs, physiques, c'est parce que la loi gabonaise n'a pas de texte obligeant le soin psy pour des tels comportements. Parce qu'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça un internement d'office. C'est le préfet de police
hein, ou la gendarmerie, selon la localité où vous êtes, qui vous somme de vous faire traiter. D'accord. Donc, on vous fait un internement d'office en psychiatrie avec un suivi en fonction de l'intensité de votre malaise. Vous ressortez, vous êtes obligé de vous soigner. C'est une obligation de soins, mais c'est légal, c'est légiféré. Nous, on n'a pas encore tous ces mécanismes d'aide-là, parce que simplement, on ignore encore que la santé mentale, c'est un problème de santé publique. Et la violence et ses conséquences sont des problèmes de santé publique. Voilà, merci beaucoup, docteur Annette Prado. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue et clinicienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parlait avec vous donc de ces violences conjugales-là, les conséquences sur la santé physique, mais également sur la santé mentale. Le thème et le débat d'ailleurs se poursuivent, hein, les deux se poursuivent sur les réseaux sociaux. Continuez de nous envoyer vos contributions. Comment réagiriez-vous si vous veniez à être violenté par votre conjoint ou votre conjointe, en attendant vos avis via les différents canaux que vous connaissez désormais. On va marquer juste une transition et recevoir les deuxièmes invités de la journée. Ah, bon, ça peut. Ok. Bon. Mais les posters, les tresses, c'est pour faire quoi? C'est pour nous montrer quoi? Sors de mon salon. Je sors de Sors de mon salon. Tu es malade. Tu veux m'énerver le matin là? Je suis là au poste gay. Avec les mêmes qualités que tu connais là, non? Aïe, 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 tu me fais mal doucement. C'est quoi? Moi, la petite là, la plus calme du quartier. Mais tu ne vois pas comment elle est en train de partir. Eh, calme. Calme. Si tu as quelque chose, mets-moi au parfum. Elle arrache le sac, elle arrache les chaussures. Elle tire, c'est carrément la perruque. Même les bébés viennent jusqu'ici. Oh. Le beau Mapessi, chargé de communication à la communauté des blogueurs du Gabon. Il vient nous parler d'un projet très intéressant. Juste le temps pour nous de rappeler le thème. Comment réagiriez-vous si vous veniez à être violenté par votre conjoint ou votre conjointe? Les réactions sont attendues. Bonjour Junior. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Comment va la communauté des blogueurs du Gabon? Alors la communauté des blogueurs du Gabon se porte très bien et nous continuons nos activités que nous avons lancées récemment. Donc tout se passe bien. Alors parmi ces activités, une a retenu notre attention. Vous avez lancé récemment sur Facebook le hashtag Incivisme 241. Parlez-nous de ça. On comprend un peu le sens, mais dites-nous d'où vient ce mouvement. Alors ce mouvement, lors d'une de nos réunions, on s'était dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lancer officiellement la communauté. Avant la sortie officielle, on s'était dit le bureau a été voté, il faut déjà commencer à montrer notre présence sur le terrain. Donc avant d'organiser des grandes manifestations, il fallait d'abord faire quelque chose de plus simple. Et c'est comme ça que l'un de nos membres, Curtis Ivala, avait proposé lors de cette discussion de lancer un mouvement sur l'incivisme. Et justement, on n'a peut-être pas là tout de suite ces illustrations-là, mais vous parlez beaucoup plus d'incivisme. On a des images de citoyens qui versent leurs déchets, leurs ordures à même le sol, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers ce... Alors déjà, il faut partir de la définition de l'incivisme. L'incivisme qui est le manque de civisme, le manque de dévouement pour le bien de la nation. Donc dire que vous avez des bacs à ordures, pourquoi mettre les ordures au sol? Vous avez des espaces publics, il faut bien les garder. Tout ça, ça va depuis l'éducation au primaire, parce qu'à
l'école, au primaire, on avait l'instruction civique où on disait comment se comporter avec les biens publics. Et donc, c'est en remarquant que beaucoup de personnes avaient des comportements assez négatifs par rapport aux biens publics qu'on s'était dit quand même qu'il était important de rappeler à chacun que le bien de la population commence d'abord de nous-mêmes. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de dire qu'est-ce que l'État fait pour moi, il faut d'abord savoir qu'est-ce que nous on a fait pour l'État. D'accord. C'est de là où on voulait interpeller toutes les personnes, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, dire que, écoutez, vous vous plaignez de la saleté dans vos quartiers, mais qui jette ces ordures-là au sol? Ça commence d'abord par vous-même. Et donc, ce hashtag, c'est quoi? Une sorte de ligne verte, numéro vert? Comment ça va fonctionner? Alors, à travers ce hashtag, on interpelle en fait tout le monde. Ça veut dire que si vous, dans vos quartiers, vous voyez une poubelle qui est vide, mais qu'à côté, il y a des ordures au sol, vous devez filmer ça pour interpeller. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les réseaux sociaux ont une très grande force, une très grande puissance. Beaucoup diront, oui, ils n'ont pas la télé pour regarder votre émission, mais c'est parce que vous avez compris que les gens n'ont pas de télé que vous avez trouvé utile d'avoir une page YouTube, parce que quelqu'un qui n'a pas de télé peut au moins avoir Internet. Donc on s'est dit, pourquoi les gens font des campagnes tous les jours? On fait des campagnes tous les jours à la télé, l'État fait des campagnes à la télé pour dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Mais les gens, apparemment, ils sont bien concentrés sur leur téléphone. Alors, il faut aller au cœur de la population. Il faut aller les toucher directement là où ils sont plus accros sur les réseaux sociaux pour dire, écoutez, là, on filme un endroit où quelqu'un va se rendre compte que oui, effectivement, un jour, j'étais assis à cet endroit, j'ai peut-être, voilà. Et au fur et à mesure, ça fait des tas de saletés. Alors, est-ce que vous pensez que ça pourra vraiment porter des fruits? Ça commence à porter ses fruits. Parce qu'on a des endroits qui ont été filmés, que nous avons filmés il y a de cela une semaine, et quelques jours plus tard, des gens sont venus ramasser les ordures. Et voici, en fait, c'est ça. Parce que lorsqu'on parle de ces cas d'incivisme, on aimerait aussi interpeller les gens. Ça veut dire que les gens doivent d'abord se sentir eux-mêmes gênés. Vous voyez, je prends par exemple un exemple. Là, c'est peut-être pour interpeller la mairie. Vous avez par exemple des endroits où la mairie vient écrire à déplacer sans délai. Ils viennent écrire ça en 2017. Maintenant, en 2018, si vous recherchez sur le hashtag, vous allez trouver comme ça des cas où la mairie a écrit à déplacer, mais en 2018, ces endroits-là n'ont pas, comment on appelle, ces kiosques n'ont pas été déplacés. Là aussi, c'est pour interpeller la mairie, pour dire que, en fait, les gens continuent à se placer à des endroits qui ne sont pas bien parce que vous n'agissez pas. Vous venez écrire pour dire à déplacer, mais après, le retour, c'est quoi? Donc, c'est une sorte d'accompagnement de l'action publique pour l'application du civisme. Voilà, pour dire qu'avant de se plaindre, il faudrait d'abord que nous-mêmes, nous puissions prendre conscience du fait que cette saleté provient de nous-mêmes. Voilà, et donc c'est un peu ça. Ok, donc le mouvement, si on peut appeler ça ainsi, va se poursuivre jusqu'à quand? Vous avez un délai? C'est indéterminé, c'est jusqu'à ce que les Gabonais prendront. Même dans 10 ans, à chaque fois, c'est toujours pour qu'on arrive à un moment donné où les gens n'auront plus envie. Ouais, parce qu'il va avoir peur, peut-être il y a un téléphone en train de me filmer. On a des photos comme ça où des gens se soulagent sur la voie publique. Ah ouais. Les films. Ça doit être bien ça. Ouais. Voilà, mais parce que il faudrait que demain, ce type-là se voit. Même si on a flotté son visage, il va reconnaître sa chaussure. Un jour, j'étais à tel endroit. Et puis donc, voilà, c'est pour interpeller. Il aura maintenant peur. Et vous savez, c'est aussi pour le bien de la population. Récemment, nous avons filmé, par exemple, le rond-point de Nzarion, un monument qui est au rond-point de Nzarion, où les gens sont là chaque soir. Tout le temps, c'est bondé de gens. Mais la fontaine, elle est toute sale. C'est devenu un dépotoir. Voilà, c'est devenu un dépotoir. Ouais. Mais les gens viennent s'asseoir là. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que qu'est-ce que ça va créer? Alors, lorsque vous venez vous asseoir à un endroit où il y a de l'eau, il y a de la saleté, alors au primaire, on nous apprenait que c'était des nids de moustiques. Bien sûr. Bon, vous venez vous asseoir là chaque soir, chaque soir vous vous faites piquer par des moustiques, et là, ça entraîne un palu, et on est dans une épidémie de palu. Vous voyez un peu? C'était un geste anodin, j'ai jeté un bout de papier au départ, et après, je me retrouve avec une maladie. Parce que moi-même, à la base, j'aurais créé ça. Et ça, c'est vraiment pour interpeller tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, s'il faut maintenant parler de façon très simple, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on arrive, on prend une photo et après, qu'est-ce qu'on fait? Le hashtag, comment il fonctionne? Comment il fonctionne? C'est simple, vous arrivez à un endroit, vous trouvez qu'il y a un geste incivique, voilà, où quelqu'un n'a pas respecté le bien public. Vous passez
en venant, c'est un peu marrant parce que avant de passer à l'émission, j'ai fait un peu le tour. Et là, je suis là sur votre barrière, j'ai vu un peu d'herbe, j'ai dit bon. Alors, Gabon Télévision fait souvent des reportages sur la journée citoyenne. Mais ça doit d'abord commencer par là. D'accord. Donc, ça veut dire que quelqu'un arrive à un endroit, il trouve la saleté, il filme pour dire, écoutez, là, ce geste n'est pas bien. Les gens n'ont pas respecté le bien public. Il faut filmer pour interpeller. Vous filmez, vous mettez le hashtag Incivisme 241. Et vous partagez sur Facebook. Maintenant, nous, après, étant donné qu'on a la page de la communauté CBG 241, chaque soir, lorsqu'on fait la veille, on recense en fait tout ça pour repartager. Et ça fait quoi? Ça fait que, comme je disais au départ, les réseaux sociaux ont une très grande force. Vous avez publié, on n'est pas amis, mais grâce à ce hashtag, on peut vous retrouver. Et nous, lorsqu'on vous retrouve, on partage, ça fait que ça arrive un peu de partout jusqu'à ce que ça pourra tomber même dans la maison du concerné. Voilà, donc c'était peut-être pour expliquer à ceux qui ne savent pas comment ça marche. Voilà. Donc vous prenez une photo, vous la publiez normalement, comme vous publierez un selfie de vous, mais vous précédez de hashtag 241, Incivisme 241, et le soir, ça tombera dans votre base de données. Merci beaucoup. Junior Lebeau-Mapessi d'être passé nous parler de ce hashtag Incivisme 241. J'espère que vous avez parlé de Gabon première. C'est pas tombé dans des oreilles sourdes en tout cas. Vous savez, voici aussi, comme je disais tout à l'heure avec le cas de la mairie, pour dire que il y a eu une notification de la part de la mairie à déplacer sans délai. On a mis une date. Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, on filme les abords de Gabon Télévision pour dire, oui, voilà, il y a de l'herbe ou bien la fontaine de Gabon Télévision n'est pas propre, on filme aujourd'hui. Maintenant, après, on dira, 1 mois, 2 mois plus tard, que ouais, voilà, on avait filmé. D'accord, vous allez repasser, regarder pour voir le changement et montrer que ça a changé. Ou bien quelqu'un pourra repasser à son tour pour dire que oui, on avait parlé de ça, mais ça n'a pas changé. D'accord. On espère aussi que lorsqu'on parle, les gens prennent. Ça changera. Merci beaucoup. Merci Junior Mapessi d'être passé sur ce plateau. On vous raccompagne avec la rubrique Le Geste Quotidien. Aujourd'hui, on parle des Crocs et des jeans slim. Vous ne saviez peut-être pas, on les utilise et on les porte au quotidien, mais ils ont quelques petits soucis côté santé. Regardez. Des millions de personnes aiment porter ces chaussures si simples tous les jours, mais les Crocs ne donnent pas de stabilité au talon. Un talon instable peut développer plusieurs problèmes, dont la difformité, la formation de callosité et de douleurs aux pieds. Une autre bonne raison de porter de bonnes chaussures est le fait que la semelle, la partie qui se trouve entre les orteils et le talon, devient très souple après une utilisation prolongée. Et il est crucial que ton pied ait une chaussure très solide de manière à ne pas te sentir mal à l'aise quand tu marches. Tout d'abord, ce genre de vêtement est propice à une mauvaise mobilité. Et donc, tu ne rebondis pas comme tu le ferais naturellement. Pourquoi est-ce un problème ? Ce léger rebondissement est une protection naturelle de tes articulations. Cela permet d'absorber les chocs et donc de réduire la pression. De plus, si ta paire de jeans est trop serrée et que tu la portes longtemps, cela pourrait compresser tes muscles et tes nerfs. La conséquence peut être très grave dans ce cas. Voilà, je ne savais pas, mais maintenant on le sait, ne pas porter peut-être longtemps des jeans slim ou alors ces Crocs là. Merci beaucoup pour ces informations. Quelques réactions qui nous parviennent à l'instant. Bonsoir, bonjour. Si un homme me frappe, je suis obligée de lui rendre ou pas? C'est une question posée par un téléspectateur concernant ce thème. Qu'on arrête avec cette histoire de soumission. Au contraire, ces personnes qui subissent des violences sont parfois les plus soumises, dont soumission et obéissance, qu'on mette cela de côté. C'est donc Amour depuis Akanda qui réagit. Une femme qui refuse de faire la table à son mari et qui lui demande de laver son assiette après le repas. Est-ce un cas de violence? C'est Monsieur Patrick depuis Mounana. C'est une question peut-être que vous pourrez poser en off au psychologue. Que dire? Est-ce que quand une femme, voilà, que dire d'une femme qui estime qu'elle n'a jamais tort, quand bien même
madame, elle a tort? C'est une question. Est-ce qu'il s'agit d'une violence ou pas? La réaction, ou alors vous aurez des réponses très prochainement. C'est le moment pour nous d'aller à l'école. Retrouvez Irène Dembé. Et nous accueillons Irène. Bonjour Irène. Bonjour Blanche. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Vous nous avez annoncé hier quelque chose de très important. Absolument. Il s'agit donc des enfants et de comment faciliter l'acquisition du langage chez les enfants. C'est donc, ça concerne le développement de la personnalité de l'enfant et c'est tout à fait possible de stimuler cela. Justement, ne dites pas que vous allez attendre que l'enfant veuille bien parler. Lui-même. Il le fera bien un jour ou l'autre. Non, il ne faut Comme pas on dit, elle va parler quand elle voudra. Justement, non, pas du tout. Okay. Il est possible de stimuler la parole chez l'enfant. Hein. Il faut déjà que l'environnement s'y prête. Et donc, lorsqu'il est question de dire des mots, hein, il y a tout de même une fourchette. C'est vrai que les enfants n'évoluent pas de la même façon, mais on sait qu'à partir de 1 an, on va dire que c'est une approximation, à partir de 1 an, un enfant peut déjà commencer à prononcer des mots. Et donc, à partir de cet instant où l'enfant commence à articuler, il faut l'aider véritablement dans ce processus d'acquisition du langage. Alors, la première étape, c'est d'amener l'enfant à communiquer verbalement. Hein. Il prononce ses premiers mots et donc il faut être là pour l'aider. Il faut l'encourager à s'exprimer, ne pas parler à la place de l'enfant. Hein. S'il prend du temps pour le faire, attendre patiemment que l'enfant arrive à articuler ce mot. Alors, il est possible d'aider l'enfant à enrichir son vocabulaire. On a dit qu'à partir d'1 an, un enfant commençait à parler, mais cela se fait de façon progressive. Hein. Bien sûr. Il y a d'abord les mots, donc on commence par les mots, on l'aide dans ce processus de prononciation des mots. Vous avez des mots tels que papa, maman, nous sommes en contexte africain, yaya, oui, non, et puis très intéressant, hein, on peut le faire de façon ludique, les parties du corps, le nez, la bouche, les oreilles, en le titillant un peu pour que cela soit très agréable. On commence par les mots. Ensuite, ce sont des phrases courtes. Hein, au fur et à mesure que l'enfant évolue, on passe des mots aux phrases, hein, des petites phrases adaptées à l'âge de l'enfant. Justement, et puis on ne se lasse pas d'être à côté de l'enfant. On l'aide également à répéter. Hein. Il faut mettre des mots sur tout ce qui nous entoure. Vous êtes dans une maison avec un enfant, il y a de l'eau comme vous le disiez, il y a une télévision, il y a des objets et même lorsque vous sortez avec l'enfant, lorsque vous êtes en promenade, au supermarché par exemple, hein, être en mesure d'amener l'enfant à identifier les éléments que l'on va mettre dans le chariot. C'est ludique, c'est intéressant et l'enfant s'approprie de cette façon le langage. On a dit qu'on pouvait l'aider à enrichir le vocabulaire. On peut également stimuler l'acquisition de la parole hein, à travers l'interaction avec l'entourage. L'enfant n'apprendra pas à parler tout seul. Il y a les parents, il y a les frères, les sœurs, les oncles, cela dépend de la constitution de la famille. Il y a également l'interaction avec d'autres enfants. S'il y a d'autres enfants dans l'entourage, ce sera beaucoup plus intéressant que cet enfant soit en contact avec ses enfants et à travers les jeux, il sera amené à s'exprimer. Il y a des activités, hein, nous en parlions lorsqu'il était question de stimuler l'intellect de l'enfant. On ne le dira jamais assez, Blanche, la lecture encore et toujours. Même s'il ne sait pas lire, il y a des livres colorés et on peut décider de lui raconter une histoire tous les soirs. Cela facilite véritablement l'expression. Alors oui, identifier les dessins. Il dira que c'est une banane, par exemple. C'est véritablement ce qu'il faut faire. Il faut l'inciter à s'exprimer. Il faut que ce soit ludique parce que c'est un petit enfant. On ne va pas le soumettre non plus à une pression. Donc il faut que ce soit véritablement intéressant, qu'il trouve cela très plaisant. Et lorsqu'il parvient à prononcer, il faut l'encourager, il faut le récompenser. Voilà, véritablement, Blanche, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Bravo, petite friandise également, hein, c'est possible, hein, pour inciter l'enfant à bien prononcer. Et l'on retient que c'est l'interaction véritablement avec l'environnement, avec les autres, avec le père, avec la mère. Et il y a une routine que l'on peut établir hein, au moment du bain,
au moment de changer votre enfant, au moment de la promenade, lui tendre des objets, s'amuser avec son enfant, jouer avec l'enfant, lui tendre des objets, lui donner des consignes à travers des phrases qui seraient des phrases simples pour que l'enfant puisse également répondre. Vous lui tendez un objet, je te donne l'objet, je te le rends. Alors, donne, par exemple, ça peut être donne, je prends, je te restitue l'objet, je te donne l'objet. Donc, de petits jeux ainsi pour permettre à l'enfant de s'exprimer. Parce que c'est une faculté qui est véritablement importante s'agissant du développement psycho-affectif de l'enfant, du développement de sa personnalité. Nous parlons d'une période où l'enfant est à la maison, il n'est pas encore scolarisé. Alors, s'il sait s'exprimer avec aisance, lorsqu'il arrive à la maternelle, il n'a pas de problème pour s'intégrer au groupe parce qu'il y a d'autres enfants. Donc et même pour s'adresser à la maîtresse. Justement, il ne sera pas timoré, il pourra s'adresser à la maîtresse et il pourra comprendre parce qu'à travers le langage, il y a la compréhension. Il pourra comprendre les consignes données à l'école par la maîtresse, il pourra colorier, il pourra entourer et voilà, faire tout ce qu'il y a à faire à l'école. Donc c'est véritablement important s'agissant du processus d'apprentissage à l'école que d'avoir un enfant qui s'exprime aisément, qui parle correctement. Donc les parents doivent véritablement s'atteler à songer à développer cette faculté chez l'enfant. C'est vrai que les enfants n'ont pas le même rythme de développement. N'allez pas comparer votre enfant à celui du voisin. S'il parle beaucoup plus vite, il ne faut pas le faire. Par contre, il y a des signes qui devraient nous alerter en tant que parents par rapport à la façon dont l'enfant interagit avec son entourage. Alors, à quel moment s'inquiéter si votre enfant ne réagit pas au bruit environnant? Et là, même lorsqu'il est bébé, 8 mois, 9 mois, il faut être même plus tôt, véritablement, 6 mois justement, il faut être véritablement attentif en tant que parent. Si l'enfant n'émet pas assez de gazouillis lorsqu'il est bébé, s'il est amorphe, par exemple, s'il ne réagit pas lorsque vous l'appelez par son nom, il faut véritablement vous poser des questions. S'il ne comprend pas bien les consignes que vous lui donnez et s'il n'essaie pas de répéter ce qu'il entend. À ce moment-là, on va décider de rencontrer un spécialiste, un pédiatre, qui pourra être, lui, véritablement qualifié pour vous dire si votre enfant a véritablement une difficulté, s'il s'agit ou alors s'il est paresseux, tout simplement. Voilà, justement, d'une déficience, il faudra simplement le stimuler un tout petit peu ou le booster. Ne soyez pas ce genre de parents qui s'alarment facilement, mais lorsque vous constatez qu'il y a quelque chose d'inhabituel, il vaut mieux consulter un spécialiste s'agissant de l'enfant et on va véritablement le marteler. Un enfant a besoin d'amour, il a besoin d'affection pour s'épanouir. On ne va pas le terroriser, on va lui donner l'opportunité de véritablement se développer en toute... Mais pas l'abandonner à lui-même en disant il parlera quand il voudra. Non, pas du tout. Il faut véritablement quand même être là pour l'encadrer, pour l'accompagner, pour qu'il se réalise pleinement. Merci beaucoup Irène. Demain on parlera toujours des enfants. Justement, les enfants et les gros mots. Aujourd'hui nous parlons d'acquisition du langage, mais lorsque cet enfant parle énormément, il peut être amené à dire des choses qui ne sont pas très belles à entendre pour un enfant de cet âge. Et donc, nous allons dire comment faire. Il y a beaucoup de facteurs qui tournent autour également. Pour éviter que cet enfant ne s'approprie un vocabulaire qui serait un vocabulaire ordurier. Et donc, demain, comment soigner le langage de son enfant? Voilà, il faut être là au rendez-vous. Comment soigner le langage de l'enfant? C'est très, très, très important parce qu'après, devant les invités, il sort une grossièreté. Là, tout le monde est... Alors, comment on fait pour... et puis, on accuse directement le voisin ou l'enfant du voisin ou le papa. Ou le conjoint. Voilà. C'est son père. C'est son père, ah non, c'est sa mère. Et puis voilà, c'est parti, c'est la dispute, comme disait tout à l'heure, la violence. Alors, merci beaucoup Irène. En une minute, votre avis sur la question, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez violenté par votre conjoint? Alors, il faut véritablement, s'il s'agit de violence verbale, ne pas répondre. S'il est énervé, il vaut mieux faire en sorte qu'il se calme pour ensuite... Parler, je sais que vous êtes Miss Dialogue. Voilà, je suis véritablement attachée à cela, c'est la communication. Et puis, il faut dire qu'il y a des attitudes qui ne sont pas tolérables s'agissant de la vie de couple. La violence, le chantage, les pressions de toute nature. Il faut véritablement peut-être redéfinir le sens de la vie à deux. Le couple, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la bienveillance et on ne va pas
transformer son environnement marital en véritable cauchemar. Sinon, finalement, on ne sait pas ce que l'on fait ensemble. Donc, véritablement, repenser peut-être le sens de notre vie à deux. Si notre vie se transforme en un univers fait de tensions, de cris, d'invectives, il faut véritablement se demander quel est le sens de notre union. Véritablement, on ne le dira jamais assez. Il faut avoir des valeurs communes, se mettre ensemble en ayant préalablement bien défini les contours de notre quotidien en tant que couple. Voilà. Et ce n'est qu'ainsi que l'on pourra être heureux. On ne se marie pas pour être malheureux, torturé. On se marie pour évoluer ensemble de façon harmonieuse. Merci beaucoup Irène. On va juste vous parler de paroles. On a retrouvé le chat, lui, qui je ne sais pas où il a appris à parler, mais il dit quand même quelque chose. Il dit non, non, non. Donc ça c'est bien. Ça c'est un chat qui a suivi vos leçons. Regardez. J'espère que ça vous a fait marrer. En tout cas, moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé directement aux leçons. Je me suis dit, c'était qui son professeur de français à celui-là? Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette deuxième sortie de la semaine de l'Entre-deux. Vous avez été nombreux à réagir. Et d'ailleurs, le débat n'est pas fini. Il se poursuit sur les réseaux sociaux, le groupe WhatsApp, la page Facebook, où vous pouvez également venir commenter, pourquoi pas, le replay de l'émission sur la chaîne YouTube de l'Entre-deux officiel. Juste vous rappeler ce rendez-vous après la grande édition d'information de 20h sur Gabon Première. Retrouvez votre émission de débat, c'est Sans Tabou. Aujourd'hui, on parle de l'eau et l'électricité au Gabon sans Veolia. C'est une question auquel vous trouverez peut-être des réponses, ou à laquelle vous trouverez peut-être des réponses, avec pour invité le ministre Patrick Eyogo de l'eau et de l'énergie. C'est donc tout pour aujourd'hui. On se dit rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h45, toujours sur les antennes de Gabon Première. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous.